grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous. Grand témoin, le plaisir de vous présenter aujourd'hui Freddy Matungulu Mbuyamou Ilanké, professeur d'université et ancien ministre de l'économie, des finances et du budget de la RDC. Professeur Matungulu, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grand témoin et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Kouté. Merci beaucoup. Avec vous, dans notre entretien, on va vous faire découvrir auprès des auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment, pas seulement à Kinshasa, mais à travers tout le pays et même à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiookapi.net. On va parler de vous, de fonctions que vous avez occupées en RDC, des fonctions internationales que vous avez aussi occupées. Mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né un certain 4 janvier 1955 à Lubembo. Oui, tout à fait. Le 4 janvier 1955 à Lubembo, dans la province de Bandundu. Et c'est là où vous avez grandi? Vous avez passé votre enfance? Non, je suis resté 2 années seulement à Lubembo parce qu'après mon père s'est déplacé pour des raisons professionnelles et c'est dans la ville de Bandundu qu'il s'est installé en 1957 alors que je n'avais que 2 ans et c'est dans cette ville finalement que j'ai grandi où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Vous avez obtenu votre certificat d'études primaires en 67 à l'école primaire Saint-Joseph de la ville de Bandundu. Oui, tout à fait. Une des grandes écoles catholiques de la place à l'époque. J'ai terminé l'école primaire effectivement en 67 et ensuite je vais à l'école secondaire à l'Institut Saint-Jean-Baptiste La Salle dans la même ville de Bandundu. Où vous avez fait des humanités pédagogiques. Voilà, c'est là que j'ai fait des études secondaires qui ont été sanctionnées par un diplôme d'État en 1973 de section pédagogique avec 70% de points, oui. Avant de rejoindre l'université de Kinshasa. Oui, je rejoins tout de suite après la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa en 1973 et en 1977. Je termine ma licence en sciences économiques, option... Avec mention distinction. Oui, avec mention distinction effectivement, que je décroche en 1977 effectivement. Licence en sciences économiques, option économie monétaire. Tout à fait, économie internationale et monétaire, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Alors vous m'avez dit que votre souhait c'était de faire la médecine, de devenir médecin. Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai fini l'école secondaire, je suis allé à l'université de Kinshasa avec l'idée de devenir médecin. Mais un médecin qui pouvait également entretenir un peu les patients en leur jouant de la musique. C'était un peu ça l'idée que j'avais en tant qu'enfant. Je suis venu à la faculté, plutôt à l'université de Kinshasa, avec cet objectif en tête, objectif malheureusement que je n'avais pas pu atteindre parce que... Pour quelle raison? Comme vous le savez, j'ai fini mes études à la faculté des sciences économiques. Pour la raison suivante, à l'époque, quand nous on allait à l'université, il a été institué un système de quotas provincial pour chacune des disciplines de l'université. Et lorsque moi j'ai fini l'école secondaire, je suis allé à l'université de Kinshasa, il s'était trouvé que le quota alloué à la province de Bandundu pour la faculté de médecine malheureusement avait été atteint et donc alors que j'ai suivi les cours à la faculté de médecine pendant 2 mois, au moment où j'ai reçu la confirmation de mon inscription avec l'attestation d'inscription, il avait été écrit sur ces documents que j'avais été admis en premier graduat à la faculté des sciences économiques. J'étais donc obligé, après 2 mois de cours à la faculté de médecine, de tout abandonner de cette faculté pour aller reprendre le cycle au niveau de la faculté des sciences économiques. Vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Non, pas du tout. Ouais, parce que bon, quand on regarde finalement la façon dont les choses se sont passées pour moi, j'ai l'impression que ce transfert m'a beaucoup servi et je crois avoir eu une vie assez épanouie après avoir fait ces études des sciences économiques. Vous êtes retenu comme professeur assistant après l'obtention de votre licence en sciences économiques.
Oui, tout à fait. Je suis retenu comme assistant à la faculté des sciences économiques. C'est une décision finalement du vice-doyen de l'époque, le professeur Bongoï Pekesa, qui est encore en vie et vit aujourd'hui à Limete à Kinshasa. Après la proclamation des résultats, il m'a appelé dans son bureau et m'a dit, mais tiens, vous avez fait un très très bon score, un bon résultat. Je souhaite que vous puissiez rester ici à la faculté des sciences économiques comme assistant. J'avais un tout petit peu hésité parce que à l'époque, il nous avait été également fait une proposition d'aller travailler à la Banque centrale immédiatement après avoir terminé ses études de licence en sciences économiques. Finalement, vous avez décidé de rester à l'université? Oui, finalement, j'ai décidé de rester à l'université, tout simplement parce que le gouverneur Samboa, qui était à l'époque aussi quelqu'un qui nous donnait un séminaire sur la pratique de la politique monétaire au niveau de la Banque du Zaïre, avait été limogé de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale, et c'est ce qui a fait que ce projet d'engager toute notre promotion, on était à 8 qui avions fait l'économie internationale et monétaire, est tombé à l'eau. Et voilà un peu comment, dans quelles circonstances je suis retourné à la faculté des sciences économiques où j'ai commencé à travailler comme assistant. Et en 1980, vous avez eu la chance d'obtenir une bourse des États-Unis? Oui, en 1980, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa était soutenue par la fondation Rockefeller, une fondation américaine à l'époque qui m'avait donné une bourse de courte durée. Il m'a permis d'aller aux États-Unis pour pouvoir faire des cours d'économie et d'anglais à l'université de Boulder. Et je suis resté dans cette ville de Boulder aux États-Unis pendant 6 mois, de mars à septembre 1980. Et quand j'ai fini ce programme, je suis revenu à la faculté et c'est l'année suivante, en 1981, que j'ai eu la bourse finalement du gouvernement américain qui m'a permis de revenir aux États-Unis pour faire ma maîtrise et le doctorat en sciences économiques aux États-Unis. Vous êtes resté pendant 2 ans pour votre maîtrise? 2 ans pour la maîtrise et 3 années pour le doctorat. De retour au pays en 1986, vous rentrez à l'université pour donner cours? Oui, je défends ma thèse de doctorat en septembre 1986. À l'époque, très peu de Zaïrois qui faisaient ces études restaient ou choisissaient de rester à l'étranger. Et comme la plupart de mes contemporains de l'époque, quand j'ai défendu ma thèse de doctorat au mois de septembre, au mois d'octobre, j'étais de retour dans notre pays et j'ai retrouvé les chemins de la faculté des sciences économiques où j'ai commencé à dispenser des cours d'économie politique à la faculté des sciences économiques et à la faculté de droit et des cours de politique monétaire en licence à la faculté des sciences économiques. J'ai eu aussi à l'époque l'occasion de travailler, de donner un cours de monnaie et crédit à l'Institut supérieur de commerce. Vous n'avez pas seulement enseigné pendant cette période, vous avez travaillé aussi comme conseiller dans beaucoup de cabinets ministériels. Oui, j'ai effectivement eu l'occasion, tout en étant professeur à la faculté des sciences économiques, de pouvoir, par ces fonctions de conseiller, apprendre un peu les fonctionnements des cabinets ministériels. Tout a commencé par la Banque centrale. La Banque centrale, où, quelque temps après mon retour au pays, le professeur Tchounzambié, qui avait été, je pense, parmi les professeurs qui m'avaient le mieux apprécié en tant qu'étudiant, et qui m'a encadré un peu dans mon travail comme assistant. Il venait d'être nommé vice-gouverneur de la Banque centrale. Et le professeur Tchounza voulait donner un contenu très très technique au travail de gouverneur de la Banque centrale, vice-gouverneur de la Banque centrale. Et quand je suis revenu, comme j'avais fait une thèse sur la politique des taux de change, l'impact sur les mécanismes d'allocation de ressources et la croissance au sein de l'économie zaïroise à l'époque, il m'a demandé d'aller auprès de lui pour pouvoir l'assister dans la réalisation des objectifs qui s'étaient assignés en tant que vice-gouverneur de la Banque du Zaïre à l'époque. De la Banque centrale du Congo, vous vous retrouvez au ministère du Plan.
Oui, de la Banque du Congo, du Zaïre à l'époque, je me retrouve au ministère du Plan par un heureux concours de circonstances. En fait, ce qui s'était passé, c'est que le professeur Mulumba Lukoji avait été nommé ministre du Plan. À l'époque, on les appelait commissaires d'État. Et il a constitué une équipe autour de lui dont certains des membres étaient des transfuges de la Banque centrale. Et quand ils étaient en train de monter ce cabinet autour du professeur Mulumba Lukoji au ministère du Plan, ils se sont rappelés d'un certain Matungulu qui venait d'arriver et qu'ils avaient connu très brièvement à la Banque centrale. Ils ont demandé si je pouvais m'associer à eux pour pouvoir apporter notre appui technique au professeur Mulumba Lukoji en sa qualité de commissaire d'État au Plan. Et c'est ce que j'avais fait, et voilà comment de la Banque du Zaïre, je suis passé au ministère du Plan comme conseiller économique. Puis au ministère des Transports et Communications. Oui, effectivement, au ministère des Transports et Communications, à l'époque, sous la direction du professeur Kalongo Mbikai, qui avait été directeur de cabinet de feu le président Mobutu, malheureusement qui nous a quittés. Et donc, il a été nommé là, au ministère du Plan, plutôt des Transports et Communications. Le professeur Kalongo Mbikai, qui était un professeur à la faculté de droit, comme vous le savez, est venu en congé sabbatique aux États-Unis. Il a travaillé à la Boston University pendant que moi j'étais étudiant là-bas. C'est comme ça que je l'ai connu. Bon, en tant qu'aîné, venu passer une année dans la ville où nous étions. Comme veut la sagesse de chez nous, on l'accompagnait un peu partout quand il avait besoin de se déplacer en ville. C'est comme ça que j'ai connu le professeur Kalongo Mbikai, et quelques temps après mon retour au pays, il a quitté ses fonctions de directeur de cabinet de Mobutu pour devenir commissaire d'État au transport et communication. Et c'est en cette qualité, effectivement, que je me suis retrouvé là comme conseiller principal, effectivement, au ministère des Transports et Communications. Après le plan, c'est le commerce extérieur qui vous attend? Oui, et de là, je suis allé au commerce extérieur et puis finalement au budget. Où j'ai dirigé successivement la cellule d'études du cabinet du ministre du budget, et puis à un moment donné, j'étais conseiller principal effectivement au ministère du budget. Vous avez travaillé dans le cabinet du Premier ministre, Mulumba Lukoji? Le professeur Mulumba Lukoji, effectivement, qui avait été les titulaires du ministère du Plan quand je suis devenu pour la première fois conseiller de cabinet ministériel. Quelques temps plus tard, a été nommé effectivement Premier ministre. Et c'est comme ça que, bon, lui aussi a demandé de venir auprès de lui. Il m'a confié la direction du collège des conseillers économiques et techniques à la primature, et c'est dans ces conditions-là que je me suis retrouvé effectivement à la primature. En 1992, vous intégrez le Fonds monétaire international à Washington, aux États-Unis, en tant qu'économiste. Comment ça s'est passé? Vous étiez fatigué de travailler dans les cabinets ministériels ou de travailler au pays? Non, pas du tout. En fait, ce qui se passe en 92, c'est que le Fonds monétaire international connaît une augmentation très très sensible du nombre des pays membres à la suite de l'éclatement du bloc de l'Union soviétique à l'époque, et le Fonds monétaire a besoin de répondre à cette nouvelle demande en essentiellement recrutant de nombreux économistes pour pouvoir être amenés à suivre les travaux dans le cadre de la coopération avec évidemment la totalité des pays membres. Et c'est dans ce cadre-là que le Fonds monétaire s'engage dans cet effort de recrutement, et que moi je me retrouve là comme économiste effectivement au Fonds monétaire international en 92. Est-ce que c'est le gouvernement qui propose les candidats, ou c'est les candidats seuls qui postulent? Non, le gouvernement ne propose pas. Vous savez, au Fonds monétaire international, il y a deux types de personnel. Il y a le personnel
des bureaux des administrateurs qui sont les représentants des différents gouvernements, et puis il y a le personnel technique qui est recruté strictement en dehors de cette question de représentation des différents pays membres au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Donc j'ai été recruté dans cette deuxième catégorie de personnel du fonds, c'est-à-dire le personnel strictement technique n'ayant pas de rapport direct avec nos gouvernements respectifs. Alors, en étant au Fonds monétaire international, vous avez créé le prix Professeur Matungulu. Oui, ceci se passe en 1992. En fait, dès que je suis entré au Fonds monétaire international, le prix Professeur Matungulu est quelque chose qui me tient évidemment énormément à cœur, parce que je l'ai créé pour honorer l'acte que certains de mes professeurs avaient posé en ma faveur au moment où j'ai terminé la licence en 1977. Je n'avais pas été à mesure de réunir les ressources nécessaires pour couvrir les frais de préparation et d'impression de mon mémoire. Et si j'ai pu faire ce travail, c'est grâce à l'appui financier que j'avais reçu des 3 de mes anciens professeurs de l'époque, qui sont d'ailleurs heureusement tous encore en vie. Et c'est pour honorer cet acte, je pense, des hautes portées morales, que j'ai décidé de créer ce prix. Un prix qui récompense, dans la définition, le meilleur étudiant de première licence à la faculté des sciences économiques, mettant des ressources à sa disposition pour lui permettre de pouvoir couvrir les frais de préparation et d'impression de son mémoire. Pourquoi seulement aux étudiants de première année de licence, alors que ce sont ceux qui sont en deuxième année qui ont besoin des fonds ou d'argent pour préparer leur mémoire? Tout à fait, mais parce que justement vous venez de terminer la première licence, vous avez les ressources, vous allez en deuxième licence, et donc au moment où vous recevez le prix, vous n'êtes plus en première licence, vous êtes en train d'aller en deuxième licence, et ces ressources vous sont mises à votre disposition pour vous permettre exactement de faire symboliquement ce que moi je n'aurais pas pu être à mesure de faire. C'était cette intervention très très salvatrice de mes professeurs. En 98, vous travaillez au Cameroun pour le compte du FMI. Oui, je suis au Fonds monétaire, j'y arrive en 1992 et je travaille comme économiste sur un certain nombre de pays, pour l'essentiel des pays de la zone franc, de la zone ouest de la Banque centrale, des pays de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO comme on l'appelle d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 98. Et alors en ce moment le Cameroun décide de renforcer sa coopération avec le Fonds monétaire international dans le cadre d'un programme bénéficiant d'appui technique et financier de cette institution internationale. Et c'est au moment où on est en train de mettre en place le dispositif pour le lancement de ce programme que le siège décide de m'envoyer pour gérer notre bureau de Yaoundé. Vous êtes resté là-bas pendant combien d'années? Je suis arrivé en 98 et je suis parti de là en 2001. Je suis quand même content de dire qu'à l'époque, le travail que l'autorité avait fait avec notre concours leur a permis de passer le point de décision de l'initiative en faveur de pays pauvres très endettés, les PPTE. Et donc, de 98 à 2001, je suis au Cameroun, et en 2001 que je quitte le Cameroun pour venir à Kinshasa. Comme ministre de l'économie, des finances et du budget. Oui, que je viens à Kinshasa comme ministre de l'économie, finances et budget, effectivement. Alors on en parle tout à l'heure. Je vais revenir sur le prix Professeur Matungulu. Est-ce qu'il continue? Bon, dans mon esprit, c'est une bourse qui existe toujours, mais j'ai eu parfois quelques difficultés au niveau de la remise de ce prix, lié apparemment au fonctionnement de la faculté, lié aux
les années académiques, à un moment donné, étaient devenues très très difficiles à gérer. Elles étaient devenues élastiques, comme on le dit souvent chez nous, de sorte que ça fait maintenant quand même quelques années que ce prix n'a pas été décerné aux meilleurs étudiants, et je souhaite que je pourrai être en mesure bientôt de pouvoir relancer cette opération. Freddy Matungulu, c'est quoi votre plat préféré? Le plat préféré, mon plat préféré, c'est le pondu. Pondu très très bien fait. J'aime aussi beaucoup le fumboa. Un peu en ce qui concerne les plats nationaux de notre pays, la République démocratique du Congo. Sportif? Je pratique de moins en moins, malheureusement. J'essaie de faire au moins le footing à la maison avec les équipements nécessaires, mais autrement, je suis évidemment un friand du football. Le football pas américain, mais le football tel qu'on le connaît chez nous en Afrique et en Amérique latine, au Brésil en particulier. Vous avez joué au foot lorsque vous étiez un peu plus jeune? Oui, j'ai joué au football, mais je connais que, et les amis qui ont grandi avec moi et qui sont en train de me suivre aujourd'hui le savent, je n'avais pas beaucoup de grands talents en matière de football, mais je jouais comme tout le monde. C'était une sorte de divertissement essentiel pour nous, aussi bien au niveau de l'école primaire qu'en secondaire aussi, mais également à l'université. Comment vous passez vos moments de détente? Vous avez parlé déjà de la lecture. Oui, vous aimez lire? De la lecture, mais aussi du cinéma. J'aime beaucoup le cinéma. Comme je le disais, quel genre de film vous aimez regarder? Moi, j'aime beaucoup les films de guerre. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de leçons aussi, je pense qu'on apprend en termes de stratégie, parce que quand vous êtes sur un champ de bataille, c'est deux stratégies qui s'affrontent, et la plus raffinée généralement l'emporte sur l'autre. J'aime beaucoup les films de guerre, mais également les westerns à l'époque, qui sont aujourd'hui quand même, il faut le dire, de moins en moins présents sur nos écrans, mais c'est une catégorie de films que j'aime beaucoup. Musique? En termes de musique, ma préférence, c'est d'abord pour la musique congolaise de toutes les époques, parce que pratiquement toutes les chansons que j'écoute me rappellent un moment de ma vie en tant que jeune Congolais, en tant que parent congolais beaucoup plus tard. Mais il y a une chanson que je vénère, si je peux ainsi m'exprimer, qui est une chanson de Feu Tabouley qui s'appelait Le Congo à venir. Une chanson qui comporte énormément de leçons aujourd'hui qui sont très très pertinentes dans le cadre des difficultés encore que nous avons aujourd'hui de définition de notre identité nationale. Une chanson que je recommanderais à tout le monde, et je suis content d'ailleurs que cette chanson est appréciée en tant que telle par la plupart de nos compatriotes. On va demander à la technique de nous balancer Congo à venir pour votre plaisir et pour le plaisir de tous les auditeurs des radios qui nous suivent en ce moment au Congo et ailleurs. Et on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien. Congo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli yopa. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali akobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi.
Solo totekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki topungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka mboka ya Bangkoko Kongo mwana pamba lobi mboko lula yango Kongo ya Afrika Kongo mboka ya kitoko Kongo ya batu mayele Kongo bakobikisa yo de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi. Grand Témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui le professeur Freddy Matungulu Mbuyamou Ilankir. C'est un long nom quand même. Oui, c'est quand même assez long, non? Matungulu Mbuyamou Ilankir. Ça signifie quoi? Matungulu qui signifie les oignons. Qui vont pleurer. Ah non, mais le matungulu, c'est ce qui agrémente un peu toute la nourriture que nous voulons manger. Mais avant d'agrémenter la nourriture, lorsqu'on coupe ça, on découpe ça, ça nous fait couler un peu de larmes. Oui, tout à fait, mais vous savez, tout ce qui est bon est toujours difficile à obtenir. Tout ce qui est bon est difficile à obtenir et Matungulu n'échappe pas à cette règle. Ilankir, par contre, c'est, semble-t-il, suivant les langues des Chemois, cette sorte de porte-chance enfermée dans une petite bouteille que l'on peut avoir avec soi. Donc voilà un peu, c'est un nom empreint de beaucoup de symbolisme tel que tout cela m'a été expliqué par feu mon père. Freddy Matungulu, en 2001, vous êtes nommé ministre de l'économie, des finances et du budget de la RDC. Là, vous revenez au Cameroun, où vous avez travaillé pour le compte du FMI. Selon ce qu'on a appris, vous avez été imposé pratiquement par les institutions internationales. Non. Dans ce gouvernement Je ne suis pas de cet avis. Je crois que si je me suis retrouvé au ministère des Finances de chez nous, c'est parce que les autorités congolaises avaient souhaité pouvoir mettre mon expérience à la disposition de notre pays. J'avoue aussi que du côté du Fonds monétaire international, on voulait bien que l'institution puisse être à mesure d'accompagner la République démocratique du Congo après le drame du décès de feu Laurent Désiré Kabila dans ses efforts de redressement de l'économie. Voilà un peu pourquoi et dans quelles circonstances je suis rentré au pays. Donc vous n'avez jamais été imposé à la RDC? Non, absolument pas. Et pendant votre mandat, vous avez réussi quand même à stabiliser le cadre macroéconomique de la RDC, l'inflation. Oui. Mais qui ne s'est pas fait ressentir au niveau de
du panier de la ménagère au niveau de la population. Oui, nous sommes arrivés, je crois qu'il faut quand même le rappeler, dans un contexte où on avait un taux d'inflation de plus de 500%. On avait une monnaie qui dansait, pour ainsi parler, comme on dit chez nous, au taux du jour. C'est l'expression consacrée aujourd'hui, qui reflète un peu la situation dans laquelle nous étions en ce moment-là. On avait également une économie qui a connu une contraction très très poussée. Je crois qu'elle avait perdu peut-être le tiers de sa valeur pendant les dernières décennies qui précédaient notre arrivée au pouvoir. Et le pays connaissait aussi des pénuries énormes dans beaucoup de secteurs de la vie nationale. Je citerai en particulier les cas des approvisionnements en produits énergétiques. On pouvait littéralement passer 2 semaines à une station d'essence sans pouvoir être à mesure d'attraper une goutte d'essence. Alors, notre mission, dans un premier temps, c'était évidemment d'assurer cette stabilité du cadre macroéconomique. Parce que la stabilité du cadre macroéconomique est comme la fondation que vous devez poser pour pouvoir ensuite construire l'économie ou, dans le cas précis, reconstruire l'économie. Il n'y avait peut-être pas de grandes retombées sociales positives de cette action, mais déjà à l'époque, je me rappelle que puisque nous avions réussi à stabiliser la valeur externe de la monnaie nationale, il fut un moment où finalement la monnaie s'était appréciée, avec comme conséquence qu'il y a un certain nombre de produits dont le prix en monnaie nationale avait baissé, y compris, je me rappelle très bien, à l'époque, le Coca-Cola, le poulet. Et cela a permis qu'un certain nombre de foyers qui, depuis très très longtemps, ne pouvaient plus avoir accès à ces produits de première nécessité, de nouveau commencer à les consommer. Mais évidemment, cela n'était qu'un point de départ. L'objectif de l'action gouvernementale, qui doit être vue dans sa globalité, c'était, au-delà de la stabilisation du cadre macroéconomique, c'était de construire, moi, ce que j'appellerais un État responsable, où le système judiciaire était indépendant, fonctionnant comme il se doit, les services de sécurité assurant la protection des biens et des personnes, le gouvernement également mettant en place des infrastructures de base en termes de routes, approvisionnement en électricité et autres qui sont nécessaires pour qu'on ait une économie performante. C'est un peu tout ça que nous étions en train de poursuivre comme objectif, et la stabilisation du cadre macroéconomique n'était qu'un volet de l'ensemble de toutes ces actions qu'on était en train de mener. Et je crois qu'on a commencé quand même cet exercice avec beaucoup de bonheur. Parce qu'au moment où moi personnellement j'ai quitté le gouvernement, sur un certain nombre de ces secteurs, il y avait des progrès indiscutables qui avaient été réalisés. Satisfait de cette expérience comme un ministre de l'économie, finance et budget? Oui, tout à fait satisfait de cette expérience. Non seulement parce que on a réussi des bons résultats globalement appréciés, mais aussi parce que moi personnellement, je considérais cette opportunité comme une occasion de payer ce que je traîne comme dette vis-à-vis de notre pays. Et je vais m'expliquer de quelle dette s'agit-il. Il ne faut pas oublier que le fait que nous, quand on était à l'université, à l'époque, on était entièrement pris en charge par l'État congolais. Vous arriviez sur le campus de l'université de Kinshasa avec rien d'autre que votre discipline et votre volonté de travailler. Et cela a été vrai sur les 4 ans d'années d'études que nous avons passées à l'époque sur le
campus universitaire. Et donc, quelque part, nous sommes toujours redevables vis-à-vis de ce pays. Je sais que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas très exactement la même expérience. Et pour cette raison, peut-être qu'ils ne sentent pas cette obligation de rendre un tout petit peu de ce qu'ils peuvent faire ou de ce qu'ils ont reçu dans la vie au pays de la même façon que nous. Donc voilà, on a, en tant que ministre des Finances, sur le plan professionnel, évidemment, j'étais satisfait des résultats qu'on avait pu réaliser. Ce n'est jamais, évidemment, des résultats parfaits, hein, mais à partir du moment où il y avait quelques progrès, c'était déjà ça. Et puis, deuxièmement, sur un plan strictement personnel, c'était une nouvelle occasion de pouvoir rendre un tout petit peu à la nation ce que j'avais reçu d'elle. En 2003, vous décidez de démissionner de votre poste de ministre des Finances. Pour quelle raison? En 2003, je constate que le programme que nous étions en train d'exécuter, des réformes d'une façon générale, commençait un peu à s'essouffler. J'ai pensé que j'avais besoin d'avoir un renouvellement de la confiance, du soutien du chef de l'État dans l'exercice de mes fonctions. Malheureusement, j'avoue que je n'avais pas eu ce soutien que j'attendais. Je voyais les clignotants au niveau du programme commencer à virer au rouge. Soutien pourquoi? Parce que vous étiez combattu au sein du gouvernement? Soutien parce que les réformes économiques, d'une façon générale, c'est un peu comme je le disais tout à l'heure, toute bonne chose qui vous fait passer par un certain nombre d'étapes difficiles avant d'arriver aux fruits que vous récoltez au terme de cet effort que vous fournissez. Et le plus souvent, ce que l'on constate, c'est que tout au début, quand l'effort est d'ailleurs le plus exigeant, très facilement, on peut être amené à abandonner. Et au niveau du gouvernement, pour poursuivre cet effort, je crois qu'on a besoin du soutien de la plus haute autorité au niveau de la nation. Un ministre, ça ne suffit pas pour pouvoir mener à bien toutes ces grandes réformes. En tout cas, c'est la grande leçon que j'ai tirée un peu de cette expérience de l'époque. Et bon, malheureusement, quand ces soutiens devaient être renouvelés, pas seulement pour moi, hein, mais surtout pour les réformes que nous étions en train de mener, quand ce soutien devait être renouvelé, il ne l'a pas été. C'est ce qui m'a amené à rendre l'établier. Pour rentrer au FMI? Pour effectivement rentrer au Fonds monétaire international, et reprendre un tout petit peu le travail que j'y faisais. Un travail... Donc vous n'étiez pas parti totalement du Fonds monétaire. Quand je suis revenu au Congo, j'étais obligé de démissionner. Parce que je ne suis pas revenu au Congo en tant que conseiller. Je suis revenu au Congo en tant que ministre. Et en tant que ministre, vous exercez des fonctions hautement politiques. Et on ne peut pas, pendant ce temps, continuer à vous garder sur les listes du personnel technique du Fonds monétaire international. Donc, pour revenir chez nous, en République démocratique du Congo, et occuper les fonctions de ministre de l'économie, finances et budget, j'étais obligé de démissionner du Fonds monétaire international. Mais quand j'ai terminé ce travail que je faisais, le Fonds monétaire a estimé que j'avais renforcé par cette expérience un peu mon expertise dans le domaine de la gestion de l'économie, et que à partir du moment où je m'étais pas compromis dans l'exercice de mes fonctions, qu'ils pouvaient me reprendre, et ce qui avait été fait. Qui a été fait. Tout à fait, oui. De 2003 à 2014, vous êtes fonctionnaire du FMI. Jusqu'au moment où vous décidez de prendre une retraite anticipée parce que vous avez des ambitions politiques. Non, je décide de prendre une retraite anticipée d'abord parce que je tenais à être présent, à participer au débat très très important qui a lieu maintenant depuis plusieurs mois dans notre pays sur les enjeux de l'heure. Un débat dont l'issue, on le voit de plus en plus, je pense, définira l'identité de la nation congolaise pour des décennies à venir. Et je me suis dit que je n'avais pas le droit
de rester bras croisés pendant que tous les miens étaient en train de s'efforcer en discutant, parfois évidemment de façon assez discordante, il faut le reconnaître, mais en discutant tout de même sur ces thèmes très 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 importants qui touchent au fondement même de la nation congolaise. Donc voilà un peu la grande raison qui explique le fait pourquoi ne pas apporter ma contribution pour la reconstruction du pays, le développement. Tout à fait. Vous vivez aux États-Unis, le débat se passe au Congo. Comment vous comptez apporter cette contribution dont vous parlez? Bon, je vis aux États-Unis pour le moment, mais j'ai pris une retraite anticipée, ce qui signifie que je serai désormais beaucoup plus présent chez nous. Pour participer au débat en tant que tel, on n'a pas besoin d'être physiquement, évidemment, dans le pays. C'est important quand même. Oui, mais comme j'ai pu, je crois, le faire à travers des interventions dans la presse écrite et audio, mais il faut être présent et je crois que ça, c'est quelque chose qui va être fait très très bientôt. Est-ce que ça veut dire que vous revenez au pays très très bientôt? Ah oui, je vais être désormais beaucoup plus présent au pays qu'aux États-Unis, parce que j'étais beaucoup plus présent aux États-Unis qu'au pays pendant plusieurs années, parce que j'y travaillais. Maintenant que j'ai pris une retraite anticipée, il n'y a pas de raison pour que je continue à rester beaucoup plus longtemps aux États-Unis plutôt qu'au pays. Mais ça demande une certaine préparation et c'est ce que je suis en train de faire. Vous revenez pour faire la politique active? Bon, je reviens d'abord pour être présent parmi les miens, les 70 millions de Congolais qui sont chez nous en République démocratique du Congo. Il vous manque à ce point? Ah oui. C'est pour ça que je tiens à garder un contact très très suivi avec le pays. Mais aussi pour pouvoir être à mesure d'abord de continuer avec les débats actuels sur les enjeux qui définissent l'avenir du pays et pourquoi pas être très très présent aussi sur la scène politique. Ça, je peux vous le dire très ouvertement. Ça veut dire que vous vous préparez aux prochaines élections? Oui, c'est ce que ça veut dire. Professeur Freddy Matungulu, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Vous avez peut-être un dernier mot, un message à adresser à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment? Mon message est le suivant. Comme je l'ai dit plusieurs fois au cours de cette interview, notre pays est littéralement à la croisée des chemins. Et c'est nous qui allons définir l'identité de cette nation, ce que notre pays sera demain. Et pour cette raison, je souhaite vivement que tous les enfants du pays puissent avoir l'occasion de participer à ces débats sur l'avenir de notre pays. Ceci signifie que la liberté d'association, la liberté d'expression garantie par la Constitution doivent être une réalité. Et pour cette raison, je souhaiterais vraiment que tous les nôtres qui sont encore aujourd'hui détenus pour avoir exprimé des opinions qui n'étaient pas nécessairement favorables au gouvernement puissent avoir l'occasion de nous retrouver et d'avoir ces débats sur l'avenir du pays avec les autres compatriotes qui sont en dehors des prisons aujourd'hui. Et je crois que notre pays gagnerait beaucoup à ce que tous puissent avoir l'occasion, évidemment dans le respect des lois de la République, de pouvoir participer à ces débats. Freddy Matungulu, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Freddy Matungulu Mbuyamou Ilankir, professeur d'université et ancien ministre de l'économie, des finances et du budget. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la technique, au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.